Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. Et à 8h, le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. C'est une tempête de feu qui ravage la Californie. Le bilan ne cesse de s'aggraver. Les autorités déplorent désormais au moins 44 morts. Les pompiers ne parviennent pas à maîtriser l'incendie. Europe 1 sera sur place dès le début de ce journal. Nous sommes le 13 novembre et cette date résonne en chacun de nous. Il y a 3 ans, les pires attentats de notre histoire. 130 personnes perdaient la vie sous les balles et les bombes des terroristes. Et puis nous vous parlerons de votre film préféré, Le Grand Bain. Près de 3 millions d'entrées en à peine 3 semaines. Des hommes qui pratiquent la natation synchronisée, ça c'est la fiction. Pour la réalité, reportage Europe 1 dans un club à la fin de cette édition. Europe 1. La situation est hors de contrôle. Des milliers de pompiers combattent un mur de feu qui semble inarrêtable. Je vous parle de l'incendie qui ravage actuellement la Californie. C'est le plus meurtrier de l'histoire de cet État américain. On déplore à cette heure au moins 44 victimes. Reportage sur place de l'envoyé spécial d'Europe 1, Aviva Fried. La petite ville de Paradise s'est transformée en enfer. Des scènes de fin du monde où se mêlent maisons carbonisées, véhicules quasi fondus et végétation réduite en cendres. Plus de 6000 structures ont été anéanties, sans compter bien sûr le coût humain très lourd. Au sud, Malibu est aussi toujours menacée. Des hélicoptères larguent des mètres cubes d'eau pour tenter de contenir les foyers encore fumants dans la montagne. Au sol, le capitaine Jason May et ses hommes sont le dernier rempart. On le voit bien, les vents ici sont très changeants. Ils tournent sans cesse, ce qui change la manière dont le feu brûle, ce qui en fait un feu très compliqué à éteindre. Tout à coup, des braises commencent à dégager une fumée âcre et épaisse. À coups de pioche et de pelle, les pompiers maîtrisent comme ils peuvent ce départ de feu. On est affecté à ce morceau de route depuis 7 heures ce matin. Et on y sera probablement jusqu'à 9 ou 10 heures demain. On patrouille sur cette route, il faut être sûr que rien ne passe de l'autre côté où il y a ces collines, beaucoup de maisons, beaucoup d'habitations et puis Los Angeles quoi. Alors on veut vraiment tout arrêter de ce côté de la route. Plus de 8000 pompiers combattent actuellement les feux en Californie, des feux qui pour l'instant ne sont contenus qu'à 30%. À Malibu, Aviva Fried, Europe 1. Dans l'actualité, la flambée de violence au Proche-Orient. Oui, un Israélien a été tué hier par une roquette tirée depuis la bande de Gaza. Les tirs palestiniens et les frappes de l'État hébreu ont continué toute la nuit, entraînant la mort de 4 Palestiniens. Le bâtiment de la télévision du Hamas a été détruit par l'aviation israélienne. Cette escalade survient après des mois de tension. On redoute une 4e guerre en 10 ans entre le Hamas et Israël. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre, la date anniversaire des pires attentats de notre histoire. Il y a 3 ans, 130 personnes étaient tuées au Bataclan, sur des terrasses en plein Paris et aux abords du Stade de France. Plus de 350 autres étaient blessés. Une étude publiée aujourd'hui par l'Agence Santé publique France mesure l'impact psychologique de ces attaques sur l'ensemble de la population française. Les précisions de Mélanie Gomez. Ce que montre d'abord cette étude, c'est que 97% des Français se rappellent de façon très précise de ce qu'ils faisaient ce jour-là. Pour Philippe et Cécile, le 13 novembre est gravé dans leur mémoire. Je me souviens très bien, j'étais couché, j'étais en train de zapper devant la télé quand tout ça est arrivé. On a passé des heures à regarder les chaînes d'infos en continu parce que c'était quelque chose d'irréalisable. Je pense que je l'oublierai jamais. Et même chez les plus jeunes, le souvenir est très net. Ce soir-là, Mathis, 5 ans à l'époque, était dans un restaurant à Paris. On était en train de manger et quand on a su ça, mes parents ils m'ont direct mis dans la cuisine en bas. Et les adultes autour de toi, ils étaient comment ? Ils étaient paniqués, entrés dans le restaurant tout affolés. Ils venaient se cacher, ils disaient que c'était pas très loin et qu'on pouvait mourir. Ça nous a tous marqués, ce moment. On avait tous peur. Et la peur, tous les Français l'ont ressenti ce soir-là comme un traumatisme collectif, explique le psychiatre Bruno Boniface. Un souvenir avec une très forte charge émotionnelle. Toutes ces émotions, peur, tristesse, colère, ça permet de graver, d'encoder, comme on dit dans notre jargon, ce souvenir très très précis. Enfin, cette étude montre que les plus marqués, ce sont les moins de 40 ans, ceux qui s'identifient le plus à ces jeunes, qui étaient sur les terrasses ou au Bataclan ce soir-là. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Un cortège avec Édouard Philippe, le Premier ministre, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, partira du Stade de France à 9h30 et fera étape devant chaque bar et restaurant ciblé lors des attaques, puis il arrivera au Bataclan en fin de matinée. L'une des figures du mouvement des policiers en colère a été retrouvée
est morte hier à son domicile. Oui, l'enquête privilégie la thèse du suicide. L'arme de service de la jeune femme de 36 ans a été retrouvée à côté du corps, ainsi qu'une lettre. Maggie Biskupski s'était engagée après l'attaque de policiers à Viry-Châtillon en 2016. Elle était devenue le porte-voix du malaise des forces de l'ordre. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a exprimé sa profonde tristesse. Nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire de Nicolas Sarkozy. Oui, ce sont deux de ses proches de l'époque qui risquent de ne pas échapper à un procès. Le parquet national financier demande le renvoi en correctionnel de Claude Guéant et de Patrick Buisson. On parle de l'affaire des sondages de l'Élysée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le rappel des faits, Pierre de Cossette. Plus de 300 études d'opinion entre 2007 et 2012 pour 10 millions d'euros sans appel d'offres. En 2009, la Cour des comptes est la première à mettre le nez dans le contrat jugé exorbitant entre l'Élysée et un cabinet d'études, la société Publifact, d'un certain Patrick Buisson, proche conseiller de Nicolas Sarkozy. Les militants et associations qui s'emparent du sujet dénoncent une ivresse sondagière et des dérapages pour passer des commandes de sondage auprès d'instituts spécialisés, puis le refacturer à la présidence. La société de Patrick Buisson s'accorde jusqu'à 70% de marge. Certaines études interrogent lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'un possible mariage du président Sarkozy avec Carla Bruni inspire aux Français. 8 ans de bataille judiciaire sur une coutume élyséenne, des sondages sans respecter le code des marchés publics, favoritisme et détournement de fonds publics à divers degrés. 6 proches de l'ancien président sont poursuivis. Buisson évidemment, mais aussi Claude Guéant ou encore Emmanuelle Mignon, ex-directrice de cabinet. Le parquet financier exige maintenant un procès. C'est au juge d'instruction de décider. Nicolas Sarkozy, protégé par son immunité présidentielle de l'époque, n'est pas inquiété. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. La bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday repart de plus belle. On apprend ce matin que ses deux aînés, Laura Smet et David Hallyday, ont assigné en justice les maisons de disques du chanteur pour les forcer à geler 75% des droits d'auteur, un enjeu financier d'autant plus majeur que l'album posthume Mon pays c'est l'amour, sorti il y a 3 semaines seulement, a déjà été écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Et la suite du journal, David Doucan, le gouvernement arrivera-t-il à calmer la colère des Gilets jaunes ? En tout cas, il fait tout pour. Des annonces sont attendues demain pour compenser en partie la hausse des prix du carburant. Le président de la République s'exprimera à la télévision le soir sur TF1. Mais les Gilets jaunes n'attendent pas de connaître le détail de ces mesures. Ils sont sur le sentier de la guerre, comme par exemple hier soir dans le Finistère. Une réunion avec une quinzaine de commerçants, d'artisans, de salariés. Objectif, comme le dit l'un des participants, préparer le grand chaos. Reportage François Coulon. Avant la stratégie, le grand déballage sur les motifs de la mobilisation, un ras-le-bol fiscal qui dépasse largement la hausse du diesel. C'est pas que le gasoil, c'est les taxes, c'est le gaz, c'est l'EDF, on est étouffé partout. Une congestion carabinée programmée samedi à Quimper, pas moins de 11 points de blocage. On va bloquer les centres commerciaux. Tous ces gros là qui nous emmerdent, ça va coincer très très dur. Il faut qu'on soit organisé, qu'il y a des responsables à chaque point et que la sécurité soit faite un maximum parce qu'il y a toujours des tarés. Nous on a fait des manifestations, il y a toujours des mecs qui forcent. Le déferlement s'annonce massif. Thibault, porte-parole des Gilets jaunes dans le Finistère. On peut tabler facilement sur plus de 1000 personnes, c'est sûr. De tous les retours que j'en ai, moi j'utilise clairement le mot chaos. Tous les accès seront bloqués. Ça va créer un chaos généralisé. Je m'attends pas à ce que ça se finisse gentiment, c'est sûr. Chacun fait ce qu'il veut ce jour-là. Il n'y a pas d'ordre spécifique, il n'y a pas de responsable spécifique. S'il y a des gens qui veulent casser, ils vont casser, ils seront eux-mêmes responsables de leur casse. C'est pas mon problème en fait. Dans la salle, une demi-douzaine d'anciens bonnets rouges, les anti-écotax d'il y a 5 ans reconvertis en gilets jaunes. Ils promettent la même intensité belliqueuse. Saint-Évarzec, François Coulon, Europe. 3 millions d'entrées en 3 semaines. Le film Le Grand Bain est en train de devenir un phénomène. Oui, cette comédie réalisée par Gilles Lelouch raconte l'histoire d'un groupe de losers, il n'y a pas d'autre mot, qui se lance dans la natation synchronisée. Des hommes qui débutent dans un sport de femmes. Alors, les aventures de Guillaume Canet et Benoît Poulvorde vont-elles déclencher des vocations ? Justin Morin est allé enquêter au Club des Mouettes à Paris. On s'y attendait un peu, mais il faut se rendre à l'évidence. Allez les filles, force et courage! Dans l'eau, 0 garçon pour 4 filles, dont Marielle et Esmaën, la trentaine, qui ont vu le film ensemble. Et ben on se demande aussi où sont les garçons. Je pense que dans la tête des garçons, ça reste principalement une activité féminine, mais... On verra ça l'année prochaine. Prête? Allez,
Au bord, Solange, la coach déjà exigeante, avec en vue le gala de fin d'année. Ça, la classe. Bon, on va pas les filmer tout de suite parce qu'il faut qu'elles restent. Il faut leur donner un peu d'espoir. Non, mais c'est bien quand même. Quand on va inviter les maris, les enfants, faudra pas se noyer. Ou alors avec le sourire. Faut faire ça avec grâce. Elle confirme difficile d'amener des hommes dans ce sport très connoté. Ça commence un peu lentement, mais bon, ça peut être très intéressant parce qu'il y a des qualités athlétiques qui sont différentes. Et le film, ça peut aider aussi justement à... Ah oui, je pense, oui. Ça peut détruire certains clichés, oui. Pendant ce temps, Esmaën et Marielle tentent de rester droites, tête sous l'eau, jambes en l'air. Les têtes finissent par ressortir, sourire aux lèvres. Quand on applique la figure, on sent que c'est pas parfaitement réalisé. Et comme on ne se voit pas du tout, on s'imagine un peu ridicule, mais on s'amuse quand même. On sait pas trop ce que ça donne, quoi. Est-ce l'effet grand bain? Le club reçoit de nouvelles demandes de renseignements. Les hommes sont bien sûr les bienvenus. Reportage signé Justin Morin. Ça vous tente, non, Pierre? Vous vous y mettriez bien, vous, verrais bien tous les deux, moi, la natation synchronisée. Bon, on essaye alors. C'est dans le 7e arrondissement à Paris, le club des Mouettes. Rue du Bac.